Cette principale édition de la soirée que nous ouvrons d'abord avec le président Macky Sall, désigné bâtisseur africain de la décennie par Infrastructure Magazine. Le prix bâtisseur africain apprécie ainsi les réalisations d'un président sur 10 ans dans le domaine donc des infrastructures, de l'énergie et l'économie. Le jury réuni à Douala le 20 novembre dernier. Évidemment, le 20 novembre dernier, le jury réuni à Douala le 20 novembre dernier a décerné au président Macky Sall ce prix bâtisseur africain de la décennie, a déclaré ainsi le président, le directeur plutôt, Olivier Fokam, directeur de publication d'Infrastructure Magazine, lors d'une conférence de presse. Et pour ce prix, il était au total 9 pays donc africains en compétition, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire occupe ainsi la deuxième place, suivie donc du Cameroun. Parlons à présent du jury du dimanche avec l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats qui se prononce sur le débat autour de l'indépendance de la justice. Pour Maître Mame Adama Gueye, il y a des magistrats indépendants comme il y en a d'autres soumis aux ordres. Il estime ainsi que la justice est d'une importance capitale, invite à des discussions de fond pour limiter l'immixtion de l'exécutif sur la conduite de la carrière des magistrats à travers des assises. Suivons Maître Mame Adama Gueye. Il est interrogé bien sûr par Aïssata Ndiaye Fala. La justice n'est pas une entité qui fonctionne elle-même, qui est indépendante ou pas. C'est des acteurs de la justice qui ont l'indépendance. C'est l'attitude d'une masse critique qui fait que la justice doit être considérée comme indépendante ou pas. Aujourd'hui, on a des magistrats qui sont indépendants. On a aussi beaucoup de magistrats qui ne sont pas indépendants. Donc aujourd'hui, si on regarde la masse critique, elle penche plutôt du côté de ceux qui ne font pas toujours preuve d'indépendance. C'est ce qui explique la crise de confiance entre l'État, entre la justice et les citoyens. Voilà la situation de la justice. Il y a beaucoup de travail à faire parce que la justice, elle est d'une importance capitale. Et pas seulement pour des considérations liées à des poursuites judiciaires, emprisonnement et tout. C'est la presse qui grossit quand il s'agit d'hommes politiques. La presse ne s'intéresse pas à la justice quand il n'y a pas d'événements comme ça. Alors que tous les jours, il y a des citoyens lambda qui souffrent de dysfonctionnement de la justice. Aujourd'hui encore, je le dis, je le répète, je ne cesse de le répéter, il faut organiser les assises de la justice, les états généraux, qu'on l'appelle comme on veut, en mettant en présence toutes les parties prenantes et en discutant à fond et à froid des questions de la justice. Comment restaurer, assurer une indépendance effective à tous les magistrats, parce que du point de vue institutionnel, il y a des dispositions qui font que le pouvoir exécutif a trop de possibilités sur la conduite de la carrière des magistrats, à travers le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature qui mérite une grande réforme. Toujours devant le jury du dimanche, l'administration sénégalaise est passée au crible pour son invité. L'invité, bien sûr, du jury du dimanche, Maître Mame Adama Gueye. L'administration ne fonctionne pas pour l'intérêt général, c'est plutôt un service public aux ordres du pouvoir exécutif, ajoute-t-il. L'avocat invite ainsi à la refondation et à l'instauration de la République. Ce sont là ces mots. Mamadou Dia signe ainsi la synthèse de votre émission, le jury du dimanche suivant. La configuration de l'administration sénégalaise n'est pas compatible avec un service public de qualité, un constat de Maître Mame Adama Gueye. Le service public ne fonctionne pas sur la base du principe sacro-saint de l'intérêt général, se désole l'avocat. Un exemple, je le répète souvent, tout le monde le sait, vous comme nous tous, dès qu'on a une certaine notoriété, vos parents, quand ils vont à l'administration, ils vous demandent de les prisonner. Dans une administration républicaine qui est au service de l'intérêt général, c'est des questions qui ne se posent pas. Ça ne doit pas se poser. Aujourd'hui, dans l'administration, pour que vous puissiez obtenir des choses, on connaît le chemin. Soit vous êtes pistonné politiquement, soit vous avez une relation qui a le bras long, comme on dit, soit vous corrompez. C'est pas normal. La vraie république, c'est l'esprit, c'est ce fonctionnement quotidien
qui fait que le citoyen, il est confiant, il va à l'administration, il est confiant, il sait qu'il sera bien traité, il sera traité avec égalité, il sait qu'il a fait une administration transparente, une administration intègre, une administration impartiale. On est au Sénégal, c'est tout ce que ce n'est pas le cas. Pour Maître Mame Adama Gueye, c'est une administration très politisée et impartiale. Le service public, selon lui, ne fait pas allégeance à la République pour des raisons carriéristes. Les conditions de sélection et de nomination qui sont parasitées par ces considérations politiques font que ceux qui sont dans l'administration, pour se maintenir ou pour être promus, se mettent en posture d'allégeance pour plaire au pouvoir en place, pour garder leur posture, pour garder leur position. Si on avait d'autres conditions de nomination, de promotion, fondées sur des bases objectives, transparentes, qui font prévaloir l'équité, qui font prévaloir l'éthique, l'intégrité, la compétence, les choses pourraient être différentes. Mais on est très loin de ça. D'où l'enjeu de l'élection présidentielle d'après Maître Mame Adama Gueye, ancien candidat, de refonder le pays en instaurant la République. L'instauration, parce que je ne dis même pas la restauration de la République, l'instauration de la République, parce que ma conviction, c'est qu'on n'a jamais eu de République. C'est-à-dire qu'on a les signes extérieurs d'une République, mais on n'a pas une vraie République. On a les textes, on a l'architecture républicaine, mais on n'a pas une vraie République. Et pour cette refondation et le rétablissement des fondements de la République, il n'y a pas à chercher loin. Il faut dépoussiérer la charte de la gouvernance démocratique des assises nationales. Tout y est, d'après l'ancien bâtonnier. Et pendant ce temps, Khalifa Babakar Sall vient à la rescousse de son camarade Barthélémy Diaz. Il le défend ainsi de toutes les accusations qui pèsent sur lui dans l'affaire Ndiaga Diouf. Une affaire qui sera bien sûr vidée ce vendredi ou ce 22 décembre, excusez-moi. Le leader de Taxawu Sénégal clame ainsi l'innocence du maire de Dakar. Je propose de l'écouter. Barthélémy, vous savez, Barthélémy et moi, on a une relation quasi fusionnelle. Cette affaire de Ndiaga Diouf, on la vit ensemble depuis toujours. Ceux qui nous connaissent savent, depuis 2011, on a tout vécu ensemble, Barthélémy. Et c'est tellement injuste, c'est tellement anormal que véritablement on en a assez de dire notre indignation. Mais ce qui révolte, c'est que cette affaire ne ressurgit qu'à la veille de scrutin, que d'élection. C'était en 2012, c'est en 2022 et c'est à la veille de 2024. C'est ça qui rend suspect les choses. Parce que le problème que la justice suive son cours n'est pas gênant. Parce que c'est Barth lui-même qui a saisi la Cour suprême. Donc qu'un jour qu'on puisse vider l'affaire est normal. Mais ce qui est suspect, ce qui est difficilement justifiable, c'est qu'on attende la veille du scrutin présidentiel pour sortir. Ils avaient tout le temps quand même. 2022, 2023, on a fait 14 mois. Mais diantre, pourquoi cette coïncidence? C'est cette coïncidence qui est suspecte. Li ñu wóor mooy rayul Ndiaga Diouf. Khalifa Sall assistait ainsi à la cérémonie de dédicace du livre de son camarade Moussa Taye intitulé Khalifa Sall, parcours d'un homme d'État, 179 pages réparties en 4 parties. Un récit du conseiller politique de l'ancien maire de Dakar qui fait ainsi la biographie, la vie politique bien sûr de Khalifa Babakar Sall, un hommage du leader de Taxawu Sénégal. Écoutons les propos de l'auteur. Il est au micro de Khadija Diouf et Souleymane Diallo. En fait, dans l'avant-propos, j'ai essayé d'expliquer les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Je disais que ce livre est né d'une déception. Que l'idée au départ était de faire un livre-programme pour le candidat Khalifa en 2019. Malheureusement, il n'a pas été candidat, pour les raisons que l'on sait. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à donner une nouvelle orientation au manuscrit, pour maintenant dire quoi en faire. Et j'ai pensé qu'il fallait retracer le parcours de Khalifa Sall, son parcours politique, administratif, pour d'abord lui rendre hommage, et aussi faire en sorte que Khalifa soit mieux connu, surtout les jeunes générations. Et pendant ce temps, à Kolda, une des priorités est la promotion de l'enregistrement à l'état civil. Le constat est que dans la région, les résultats sont mitigés, surtout à l'intérieur de la région, en raison donc
de l'éloignement des centres d'état civil. Le Conseil pour adolescents de Kolda a récemment donc achevé une vaste campagne de sensibilisation des communautés afin de mieux maîtriser donc les procédures d'obtention des papiers administratifs. Une opération qui a ainsi mené en collaboration, bien sûr en collaboration avec l'UNICEF. Suivons les détails, c'est avec Seydou Diatta. Les rideaux sont tombés sur la campagne de sensibilisation pour la promotion de l'enregistrement à l'état civil lancée par l'UNICEF par le biais des clubs de jeunes filles leaders des centres conseils pour adolescents dans le département de Kolda. Mais ce n'est pas la fin du combat pour garantir le bien-être aux femmes et aux enfants potentiels victimes. Nous avons des parents qui sont confrontés à un manque d'informations par rapport à l'état civil. Avant d'entamer les démarches qu'il faut faire pour obtenir les extraits, nous avons des parents qui connaissent les procédures à faire, mais ils attendent 1 an après ou 6 ans après pour pouvoir penser à une audience foraine. Donc ça, c'est une négligence des parents. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris l'initiative de faire le tour de la commune et même de la région pour pouvoir parler avec nos parents qui sont dans les communautés un peu reculées. Néanmoins, des avancées significatives sont notées au niveau des chefs-lieux de communes, contrairement aux localités situées à l'intérieur du département qui continuent de tirer les indicateurs vers le bas. Présentement ici dans la commune de Djulakolon, avec l'appui de l'UNICEF, Rapid Poro, il n'y a pas de tardement sur l'enregistrement des actes de naissance. Mais effectivement, beaucoup de parents n'arrivent pas à déclarer leurs enfants parce qu'ils ont des problèmes de déplacement, parce qu'il n'y a pas de centre secondaire comme auparavant. Il n'y a qu'un seul centre principal. Donc un gars qui vient de 9 à 10 km du centre d'état civil, on lui dit qu'il n'y a pas de registre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils sont découragés pour redemander à nouveau leur volet. La position géographique de certaines collectivités locales, les accouchements à domicile et les réalités socio-culturelles ne militent pas non plus en faveur des résultats encourageants dans la zone. Un adolescent qui a été engrossé, qui a un enfant qui n'a pas d'extrait, il est difficile de trouver un extrait pour cet enfant. Donc les grossesses précoces causent un handicap pour l'état civil, mais aussi les accouchements à domicile aussi dans ma localité. Surtout, nous avons nos voisins guinéens, pratiquement beaucoup ont un problème d'extrait, on le remarque même à l'école. À chaque étape, Kadiatouba et ses amis ne manquent guère de rappeler aux communautés que l'enregistrement des enfants à l'état civil va au-delà de l'acte de reconnaissance. On est dans une population où non seulement les naissances ne sont pas enregistrées, les mariages, les divorces et les décès n'en parlons pas. Donc avec tous ces problèmes-là, il est très difficile pour que l'État puisse mettre en place les politiques publiques qu'il faut pour pouvoir accompagner cette population-là, soit en termes de sécurité, soit en termes d'alimentation, soit en termes de santé. Beaucoup de localités ont expérimenté la stratégie avancée à travers l'implication des chefs de village. Mais le retard constaté dans la remontée des informations au niveau des centres d'état civil a souvent favorisé des déclarations tardives. Parlons de coopération à présent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire renforcent les échanges commerciaux. Dans ce sens, le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises a visité l'usine FKS qui évolue ainsi dans l'agroalimentaire, une coopération qui illustre ainsi les opportunités perceptibles en Afrique de l'Ouest, selon Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Il est interrogé par Babacar Seka. Une industrie sénégalaise qui est un exemple de collaboration industrielle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous avons visité aujourd'hui l'usine FKS qui utilise beaucoup de cacao venant de Côte d'Ivoire pour faire des biscuits. Et ce cacao est mélangé avec de l'arachide du Sénégal pour faire des biscuits qui sont réexportés un peu partout en Afrique et même dans les pays comme la Turquie. Donc ça montre un peu comment l'industrie sénégalaise et l'industrie ivoirienne sont complémentaires. Donc ça montre aussi l'horizon d'opportunités qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall appelle beaucoup à l'industrialisation pour accompagner les productions agricoles des terroirs, les transformer localement et pouvoir les exporter. En la matière, la Côte d'Ivoire est un exemple à suivre, avec peut-être beaucoup plus de richesses naturelles et agricoles, mais avec un savoir-faire reconnu dans le monde et en Afrique en matière d'intégration des chaînes de valeur et de transformation locale. Donc c'est la raison pour laquelle avec mon homologue Souleymane Diarra Souba de la Côte d'Ivoire, Madame Amisha du CPC, nous sommes venus voir ces industries qui font travailler les deux pays dans une collaboration la main dans la main pour développer l'industrie ouest-africaine. Rappelons ainsi que la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de l'édition 2023
de la foire internationale de Dakar. Pendant ce temps, à Sébikotane, le collectif national des impactés du TER et le collectif Tahaou Sunyo Momel réclament ainsi l'aménagement des sites de recasement des personnes qui avaient donc à cœur d'organiser une marche finalement interdite. Tous des impactés du TER ont finalement tenu un point de presse pour fustiger les lenteurs dans l'aménagement des sites de recasement et comptent ainsi engager la lutte pour le respect des droits de tous les impactés. Babacar Sek pour le compte rendu. Les collectifs des impactés de la première et de la deuxième phase du train express régional se sont retrouvés à Sébikotane pour protester contre les promesses non tenues par l'État du Sénégal sur les sites de recasement. Il se trouve que l'État avait promis de nous donner un site de recasement pour la première phase, mais également pour la deuxième phase. Il n'en est absolument rien. Jusqu'au jour où je vous parle, l'État a aménagé 2 sites, une à Lagros pour la première phase, une à Yaba pour la deuxième phase. Des sites qui ne sont pas encore aménagés, qui n'ont aucune commodité pour que nous puissions commencer nos constructions. Alors que le Premier ministre Amadou Ba avait donné des instructions depuis janvier 2022, je pense bien, M. le Président, 2023, janvier 2023, ne serait-ce que donner des instructions au gouverneur de Dakar, au directeur général de l'APIS, pour que nous puissions entrer dans nos droits, mais que nous jusqu'à présent. Les impactés, déjà indemnisés, vivent dans la précarité car ils peinent à reconstruire leur maison. Vous voyez ces mères de famille, vous voyez ces pères de famille, tellement fatigués. Ils ont reçu leur argent, certains depuis 2016, d'autres depuis 2020, mais qui attendent que leur octroi ne serait-ce qu'un petit lopin de terre pour qu'ils puissent démarrer leur construction. Mais cet argent-là, on ne le trouve plus. Parce qu'avec la conjoncture qui vaut, quand même, ça roule comme du feu. Pour rappel, la marche de protestation prévue a été interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio. À la place, le collectif a tenu un point de presse. Centenaire de Cheikh Anta Diop, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va le célébrer à partir donc de jeudi prochain à travers une série d'activités. Et en prélude, le mouvement Carbone 14 a organisé une journée d'investissement humain au niveau donc du laboratoire Carbone 14. Le docteur Mamadou Bodian, chercheur donc à l'Institut fondamental d'Afrique noire, revient ainsi sur ce centenaire de Cheikh Anta Diop au micro de Bouddha Ndiaye et Cheikh Maguette Baya. De cet événement majeur qui revient sur ce grand homme qui est aussi le parrain de l'université, qui a contribué à faire émerger justement une pensée sur l'Afrique, mais aussi pour l'Afrique. Et nous avons pensé qu'à l'occasion du centenaire de sa naissance, il fallait marquer cette date en organisant des activités pour célébrer l'homme, mais aussi pour célébrer l'héritage qu'il a laissé à l'humanité, mais surtout à l'Afrique. Sur le thème, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, enfin, l'examen critique de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, et plus précisément, il s'agit de revenir sur, disons un peu ce que Cheikh Anta a fait, le legs qu'il a laissé à l'humanité, mais comment le repenser à l'ère de notre siècle, en essayant de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer pour réfléchir sur une Afrique autonome, mais beaucoup plus à même d'apporter sa contribution à l'effort d'édification d'une humanité meilleure, sur le plan des idées, mais aussi sur le plan de la réflexion. Parlons à présent de cette randonnée pédestre de la LONASE, l'autorité nationale sénégalaise. Le directeur général a conduit ce matin la marche dite de la paix. Les randonneurs ont sillonné ainsi les grandes artères de la capitale sénégalaise. Objectif, raffermir les liens séculaires et de fraternité entre les agents et administrateurs. Une marche donc pour aussi inviter les uns et les autres à cultiver bien sûr la paix. Écoutons ainsi Abdourahmane Baldé, Didoura, directeur général de la LONASE. Il est au micro de Mafalfal. Je tiens à féliciter, à remercier l'ensemble des randonneurs. Nous avons fait un parcours assez exceptionnel où tout un chacun a pu participer, où tout un chacun a montré sa bravoure, où tout un chacun a fait de son mieux pour accompagner cette activité. Il s'agit d'activités qui doivent être inscrites
en tout cas dans le cadre du travail des entreprises, que ce soit dans le privé comme dans le public. Et j'encourage l'ensemble des sociétés, que ce soit nationales ou privées, ou les administrations à encourager des initiatives de cette nature. Toute cette activité-là, si elle est possible, c'est parce qu'on est dans un pays de paix, de cohésion nationale. Et en tout cas, je pense que ce sont ces genres d'initiatives que nous avons besoin. Je tiens à féliciter, à remercier la Fédération des randonneurs, féliciter le comité de sport, féliciter la famille lonasienne, l'ensemble des employés et tous les randonneurs qui sont venus. Donc je tiens encore une fois à encourager cette initiative en interne, que ce soit d'autres activités également du sport qui soient initiées par la LONASE. Ça permet en tout cas une meilleure cohésion, de raffermir les liens, mais également d'accompagner tout un chacun à lutter contre le stress et autres. Voilà, nous y sommes, fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et surtout extension des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et prenez bien soin de vous.